Bonjour à tous, quelques minutes sont passées après 14 heures, mais c'est pas plus mal, ça permet aux participants à ce webinaire de nous rejoindre. Vous êtes à peu près 600 inscrits, donc ce nombre important de participants marque bien l'intérêt que présente ce thème de l'intelligence artificielle. C'est un thème évidemment extrêmement d'actualité dont je vais dire quelques mots, mais surtout après, bien sûr, vous aurez les experts, les membres du groupe de travail qui présenteront leurs réflexions et leurs conclusions, puisque un cahier de l'académie est produit dans la foulée de ces réflexions du groupe de travail. Alors peut-être pour ceux qui ne seraient pas habitués à l'académie est une organisation que j'ai eu l'honneur de créer en 2004 quand j'étais président de l'Ordre national et qui se développe magnifiquement et qui se développe aussi grâce à l'intervention bien sûr des 22 000 experts comptables, membres de l'Ordre des experts comptables qui sont membres de l'Académie, mais aussi de multiples personnalités à la fois du monde juridique, avocats, directeurs de services juridiques, secrétaires généraux, du monde économique comme les directeurs comptables, directeurs financiers, contrôleurs de gestion, les enseignants, les membres de l'administration. Nous avons des groupes de travail où travaillent des membres de l'administration, de Bercy en particulier. Enfin, je ne vais pas en faire l'inventaire, bien entendu, mais aussi beaucoup d'étrangers. Nous avons des milliers de membres de l'Académie venant de 25 pays francophones qui reçoivent et participent, peut-être aujourd'hui aussi d'ailleurs, participent à nos réflexions et à nos communications. Donc, merci à toutes ces personnes qui permettent d'alimenter le travail de l'Académie. Aujourd'hui, le thème est un thème extrêmement intéressant, extrêmement actuel, extrêmement riche, vous allez le voir, grâce aux intervenants qui vont parler dans quelques minutes après moi. Alors, l'intelligence économique, c'est un vrai sujet, puisque on entend parler de ça presque tous les jours dans notre activité professionnelle, dans notre activité sociale, dans nos distractions, dans les réseaux sociaux, Facebook et autres. Et on sait que derrière chaque pas, derrière chaque respiration que nous avons, il peut y avoir de l'intelligence économique qui capte nos goûts, nos préférences, notre profil, etc., etc. Et cela peut produire des inquiétudes et un manque de confiance ou des interrogations en tout cas sur la confiance qu'on peut accorder à ces énormes opérateurs qui utilisent les datas, chacun sait, des milliers, millions, voire plus, centaines de millions d'informations qui permettent d'en tirer un certain nombre d'outils, de statistiques utiles à ces énormes entreprises. Régulièrement, on entend parler de procès, discussions, contestations concernant, je ne vais pas les nommer, hein, Facebook, Google, enfin toutes ces organisations et bien d'autres, dont on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font avec nos données personnelles? Donc, le groupe de travail que je vous présente rapidement est un groupe de travail qui a démarré en 2017, qui a tenu un nombre de réunions, mais alors gigantesques, je dois dire, puisque j'étais en copie des agendas, des réunions, etc. Et je suis vraiment admiratif du travail qui a été fait. On a déjà eu en janvier une première réunion sous forme de webinaire, justement, est-ce que sur la confiance qu'on peut accorder à l'intelligence artificielle, mais le fond du problème, c'est en amont de la mise en place de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il n'y a pas
un processus d'encadrement, en quelque sorte, de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il ne faut pas, et je dirais plutôt il faut certainement auditer ou mettre en place un dispositif d'encadrement et donc d'audit des algorithmes pour en faire vérifier la fiabilité, pouvoir, un peu comme font les commissaires aux comptes dans le domaine financier, certifier conforme. Alors, les enjeux sont très divers. C'est la transparence, la traçabilité, la fiabilité, la sécurité. Et donc, c'est un sujet tout à fait important. Et aussi la gouvernance et l'audit des algorithmes eux-mêmes. Comment ils sont fabriqués, quelle sécurité, quel biais ils pourraient présenter, quelles garanties ils peuvent donner au public. Et donc, ça concerne bien sûr les autorités publiques, nos gouvernants, ça concerne le citoyen de base que nous sommes tous, ça concerne aussi bien sûr les experts, les personnes un peu plus concernées et connaissant ces problèmes et ces techniques. Alors, il y a à la fois un problème de bonne pratique, aussi bien chez les développeurs, ça c'est clair, ceux qui fabriquent les algorithmes, ceux qui les promeuvent, les promoteurs, les commercialisateurs, les exploiteurs, enfin dans toute la chaîne entre l'idée initiale de construire un algorithme et la réalisation grand public, si je puis dire, il y a très certainement une étape d'encadrement qui passe très certainement par un audit qui permet de sécuriser l'utilisation qui est faite des algorithmes. Sinon, aujourd'hui ou dans 5 ans ou dans 10 ans, on se retrouvera avec des dérives qui pourraient être très graves. Et encore, je parle ici en France d'un pays démocratique. Imaginez dans des pays qui le seraient moins l'utilisation qui pourrait être faite. Alors, je voudrais, avant de passer la parole à mon ami Serge Jablonski, vous remercier d'abord vraiment très 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 chaleureusement, et c'est pas une manière, c'est vraiment très sincère, les personnes qui principalement, parce qu'il y en a beaucoup, ont travaillé pour ce groupe de travail et qui vont intervenir tout à l'heure. Alors, avant ça, je dois vous dire qu'on a eu un problème technique, ce qui fait que vous ne verrez pas, malheureusement, bien qu'ils soient tous allés chez le coiffeur ce matin, vous ne verrez pas les personnalités qui vont intervenir et vous les entendrez. Donc, il y aura une espèce de règle un peu. La personne qui intervient dit son nom, bien sûr, un petit mot comme ça, peut-être sur sa fonction, de ce qu'elle est. Et puis ensuite, intervient et chaque personne qui intervient comme ça peut se présenter ou en tout cas indiquer son nom, puisque tout à l'heure Serge Jablonski va faire une présentation détaillée du programme. Mais je ne voudrais pas terminer sans remercier chaleureusement Alain Bensoussan, avocat du cabinet Lexing, qui allie à la fois, et j'en sais quelque chose, une compétence juridique et judiciaire hors pair et une compétence dans les domaines dont nous parlons qui fait sa réputation, entre autres choses. Merci beaucoup Alain de t'être autant impliqué malgré tes obligations dans ce groupe de travail et avoir apporté une telle valeur ajoutée. De même, je remercie Madame Camille Rosenthal-Sabrou, qui est professeure émérite à l'Université Paris-Dauphine. Je remercie aussi Claude Sassman, consultant au système d'information et président international du club européen de la gouvernance des systèmes d'information et, soit dit en passant, un vieux camarade où on a travaillé ensemble comme consultant dans le même cabinet. Je ferme la parenthèse, mon cher Claude. J'ai aussi le plaisir de remercier Monsieur Patrick Stachenko, chargé de cours en gouvernance cybersécurité, audit, intelligence artificielle et référentiel au pluriel. Et enfin,
Monsieur Serge Jablonski, qui est expert comptable, commissaire aux comptes et qui a évidemment des compétences très approfondies dans ces domaines et qui est un des plus fréquents et talentueux animateurs de groupes de travail de l'Académie. Donc, j'en termine là mon discours qui n'avait d'intérêt que de permettre aux retardataires de venir. Et donc, j'espère que désormais, nous sommes pas loin de 600, tel que c'était comptabilisé comme inscrit. Mon cher Serge, je te donne la parole et on me coupe le micro. Bonjour à tous. Je suis très content que vous soyez effectivement très nombreux. Juste pour compléter un petit peu la présentation de William, quelques mots sur notre groupe de travail qui effectivement travaille depuis 4 ans maintenant, qui comprend un noyau dur que vous allez voir les principaux représentants aujourd'hui, mais aussi tout un comité d'influence qui une vingtaine de personnes qui nous écoutent, qui nous aident et qui ont des références. L'objectif de ce groupe de travail au départ, c'était de comment auditer les systèmes d'intelligence artificielle. Mais encore faut-il, je vous rappelle que pour faire un audit, il faut avoir un référentiel de bonnes pratiques, il faut avoir un référentiel d'audit, c'est-à-dire des programmes de travail et des outils d'audit. Quand on regarde bien avec les spécificités de l'IA, le référentiel de bonnes pratiques, aujourd'hui, il n'existe pas vraiment. Il y a des essais un peu partout dans le monde que nous avons réunis et c'est l'objet en fait de nos travaux qui a d'abord été de rassembler et de définir des bonnes pratiques que vous allez voir aujourd'hui et qui seront traduites effectivement dans ce guide numéro 38 qui vous sera, dans le lien de téléchargement, vous sera adressé ensuite. Et aussi, donc, et en matière d'audit aussi, d'avoir des outils et des programmes de travail, ce qui aujourd'hui est pas évident à faire parce que comment, par exemple, tester réellement un système d'intelligence artificielle qui est en activité. Donc voilà, c'est l'objet de nos travaux. On a un premier jet donc aujourd'hui qui est très important et nous aurons le 17 novembre un premier jet dans une réunion qui, elle, sera en présentiel à l'Université de Paris-Dauphine. Donc, je vous présente tout de suite. Vous verrez que les transparents qui vont vous être présentés aujourd'hui, qui seront téléchargeables, sont effectivement écrits assez petits, il y a beaucoup de contenu. Donc, on va, rassurez-vous, on ne va pas tout passer en revue en détail, mais par contre, on voulait effectivement que ce support de présentation soit assez détaillé pour qu'il puisse être une référence en tant que telle à lire et à relire. Voilà le point. Donc, nous avons Alain Bensoussan qui co-anime avec moi ce groupe de travail qui va vous parler de l'importance de l'IA dans le monde qui vient. Ensuite, Camille Rosenthal-Sabrou qui va nous parler de l'importance de la dimension humaine. Ensuite, Evelyne Mercier, qui est en entreprise et qui va venir témoigner de la vision de l'entreprise sur l'intelligence artificielle et son utilisation. Elle-même est en tant que directeur financier, donc ça c'est un témoignage très important. Claude Salman va nous présenter le cahier 38 et je remercie au passage parce qu'il a été vraiment un très gros contributeur sur ce cahier et sur sa mise au point et sa rédaction. Patrice Sachenko, qui est en train de travailler sur le prochain guide aussi, qui sera présenté en partie le 17 novembre, va nous faire un état des travaux en cours de notre groupe de travail. Voilà, je ne vais pas parler davantage, je passe tout de suite la parole à Alain Bensoussan. Alain. 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 Ah, nous avons un... Nous avons un blanc. Alain, est-ce que ton micro est branché? Bon. Je pense qu'on reviendra sur Alain Bensoussan un petit peu plus tard. Je vous propose de passer la parole
à Camille Rosenthal-Sabrou, donc qui est prof à Dauphine, et qui va nous parler donc de la place de l'humain dans l'intelligence artificielle. Camille, est-ce que tu peux brancher ton micro? Est-ce que tu es prête? Allô, allô? C'est vrai que le fait de ne pas avoir de visio est un peu embêtant. Voilà, très bien. Eh bien, moi, mon micro, il fonctionne. Voilà. Vous m'entendez? Oui. Très bien, merci Serge. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Camille Rosenthal-Sabrou. Je suis professeure émérite au laboratoire de recherche d'analyse et modélisation des systèmes d'aide à la décision, le LAMSAD, de l'Université Paris-Dauphine PSL. Mes axes de recherche et d'enseignement sont les systèmes d'information, la gestion des connaissances, l'aide à la décision. Et nous avons créé un groupe de recherche qui s'intitule le CIGECAD au LAMSAD. Du point de vue de l'enseignement, avec un certain nombre d'administrateurs de la faille dont je fais partie, Serge Jablonski, Claude Salzman, Jean-Michel Mathieu et d'autres, nous avons créé il y a maintenant plus de 25 ans d'abord un diplôme universitaire d'audit des systèmes d'information qui s'intitulait le DUASI pour les experts comptables et commissaires au compte, qui par la suite est devenu le master système d'information de l'entreprise étendue audit et conseil, qui est depuis longtemps classé premier d'un point de vue national parmi tous les masters en système d'information. Donc, je vous parlerai rapidement, parce que le temps est toujours compté aujourd'hui, de l'importance de la dimension humaine dans les systèmes informatiques qui comportent des modules à base d'intelligence artificielle. En premier, je parlerai, je dirai pourquoi est-ce important de prendre en compte la dimension humaine. Ensuite, je suggérerai comment y parvenir et je détaillerai ce dont nous avons besoin. Et enfin, nous ouvrirons la discussion en présentant nos objectifs. Sur la diapo suivante, donc, je vais vous parler du pourquoi. Pourquoi? Alors, comme l'a écrit Axel Kahn dans son dernier ouvrage, Et le bien dans tout ça, la pratique d'un métier repose sur deux dimensions. L'une est techno-scientifique, façonnée à partir des connaissances et des compétences acquises dans les écoles et les universités, et l'autre est relationnelle et humaine. Elle implique la capacité de sympathie, d'empathie, de solidarité, de confiance et donc d'humanité. Et de la même manière que nous marchons bien sur deux jambes, pour qu'un métier marche bien, ces deux dimensions sont essentielles. Elles doivent être équilibrées. Par conséquent, la prise en compte de la dimension technique par des robots intelligents ne doit absolument pas faire disparaître la dimension humaine, mais bien au contraire l'amplifier, car en libérant plus de temps pour l'homme, il augmente ainsi sa disponibilité et son importance potentielle. Alors, comment peut-on atteindre ce but? Si on regarde la diapositive suivante, il faut avoir effectivement des spécialistes d'une discipline, mais il est important d'écouter ce que des spécialistes d'autres disciplines ont à nous dire. Les neurologues, les psychologues, les sociologues et d'autres. Malheureusement, on a un peu tendance à réduire un problème complexe, donc multidimensionnel, à quelques-unes de ses composantes et à prendre une partie de la vérité pour toute la vérité tout entière, alors que toute connaissance prenant la partie pour le tout est erronée. Et donc, je crois fermement à la richesse par la complémentarité des approches. Et une des complémentarités, c'est la pluridisciplinarité, qui, de mon point de vue, est la clé fondamentale à la compréhension des problèmes complexes. On l'a vu, même dans notre groupe de travail, il y a beaucoup de disciplines qui sont représentées. Et ça fait la richesse de ce groupe de travail. Il faut changer le modèle que nous avons en silo. Mais alors, de quoi avons-nous besoin? Si on regarde la diapo suivante, évidemment, la technologie. Aujourd'hui, elle est indispensable. Les techniques financières, les techniques médicales, les techniques matérielles et industrielles, les techniques pour toutes les prévisions reposent déjà d'une manière importante sur un suivi numérique qui devient autonome et le sera dans des proportions de plus en plus croissantes
à mesure qu'on va connecter les machines à diagnostic. On a besoin évidemment des outils. Aujourd'hui, personne ne peut plus s'en passer. Et ce qui est important également, c'est les compétences. Qu'est-ce que ça signifie, les compétences? Eh bien, ça signifie des hommes, des femmes qui ont des aptitudes nécessaires, qui connaissent les technologies, les outils, qui les maîtrisent et qui les mettent en œuvre afin de résoudre les problèmes qui se présentent à eux, avec évidemment toute leur part d'humanité. De plus, ce qui est important, ça va être la démarche, et la démarche va être présentée dans nos objectifs. Alors, les premiers, on en a 3 d'objectifs. Dans le premier, évidemment, notre président de l'Académie l'a présenté également, c'est de donner confiance. Sans confiance, nous n'aurons pas de généralisation de l'usage de l'intelligence artificielle. C'est fondamental. Et pour donner confiance, un audit par un expert est important. L'audit des algorithmes est un facteur clé de la confiance nécessaire. C'est la démarche que nous proposons. Sur la diapositive suivante, je présente notre deuxième objectif qui est de mettre l'humain au cœur de notre réflexion. Aujourd'hui, comme l'a dit également notre président, l'intelligence artificielle et les algorithmes sont de plus en plus utilisés dans notre vie de tous les jours. L'intelligence artificielle, les robots, les algorithmes ont changé totalement la manière dont nous apprenons, dont nous travaillons, avec la manière avec laquelle nous sommes soignés, également la manière dont on décide tous les jours, parfois d'aller au cinéma ou de lire un livre. Mais les algorithmes sont écrits par des personnes, des hommes et des femmes, qui, eux, ont leur propre biais cognitif, inconscient ou non. Les algorithmes sont nourris par les données à partir desquelles ils apprennent. Et les données peuvent être biaisées et défavoriser des personnes en fonction de leur âge, de leur origine sociale ou ethnique, de leur sexe. Or, ces biais sont appris par l'apprentissage automatique et parfois amplifiés. Mais alors, l'intelligence artificielle est-elle utilisée de façon équilibrée? Ce dont il faut être conscient, c'est de ce que les systèmes à base d'intelligence artificielle sont capables de faire, quelles sont leurs limites et comment peuvent-ils aider l'homme. Et pour cela, l'homme doit rester au cœur de notre réflexion. Par exemple, si on regarde l'interopérabilité des objets, cette interopérabilité remet l'humain au cœur de ce monde connecté. L'humain devient le dénominateur commun entre tous les objets qui interagissent pour lui. Mais ce n'est que lorsque l'homme comprendra et maîtrisera ces objets qu'il les utilisera. D'ailleurs, la Commission européenne, dans le livre blanc sur l'intelligence artificielle, parmi les 7 exigences essentielles, mentionne le facteur humain et le contrôle humain. Ainsi, la Commission souhaite le renforcement du cadre réglementaire qui devra garantir le respect des règles de l'Union européenne, notamment celles qui protègent les droits fondamentaux et les droits des consommateurs. Elle met en avant, pour ce faire, le renforcement du facteur humain. L'homme doit comprendre et maîtriser les systèmes à base d'IA, mais cela n'est pas si simple que ça. Et l'audit des algorithmes, de notre point de vue, est une aide à la compréhension des systèmes à base d'intelligence artificielle. Alors, nous avons un troisième objectif sur la diapo que vous voyez, j'espère, c'est d'améliorer nos connaissances des systèmes à base d'intelligence artificielle. Deuxièmement, d'informer et de former les employés, les cadres, les décideurs dans les entreprises, d'expliquer la logique et maîtriser les outils afin de donner confiance aux utilisateurs des systèmes à base d'intelligence artificielle, d'appliquer les bonnes pratiques en matière de conception et d'exploitation des systèmes à base d'intelligence artificielle. En guise d'ouverture, je dirais plus pour la discussion, je terminerai ma présentation pour rassurer l'auditoire afin qu'il ne craigne pas les systèmes d'intelligence artificielle par une citation de Marie Curie qui préconisait que dans la vie, il ne faut pas, rien n'est à craindre, mais tout est à comprendre. Et merci de votre attention. Donc, je repasse la parole à Serge Jablonski. Merci. Merci Camille.
le petit problème technique du côté d'Alain Bexou soit résolu. Donc, je passe la parole tout de suite à Alain. Alain? Merci. Tout à l'heure, j'étais présent, mais je n'étais pas parole active. Je vous propose effectivement, dans cette continuité sur une intelligence artificielle de confiance, de vous montrer où nous en sommes aujourd'hui. On est toujours dans le domaine de l'éthique, mais on est aussi maintenant un pied dans le droit. Il y a plus d'une centaine de réglementations dans le monde sur le droit et l'IA. Et puis arrive un projet de règlement tout aussi important que le fameux règlement pour la protection des données à caractère personnel. Ce projet illustre l'état de la réflexion dans l'Union européenne. C'est un projet avec une approche horizontale, alors que dans la plupart des pays du monde, on est pour l'instant dans la réglementation de l'IA pour créer une IA responsable et de confiance dans une organisation verticale. Le IA et drone, IA et navire, IA et voitures autonomes sont des solutions existantes. On a dépassé pour une bonne partie des pays la réflexion éthique pour être maintenant dans l'action juridique. L'approche dans la plupart des pays du monde, et c'est dans ce cadre que se situe l'Union européenne, c'est une approche par les risques où on n'interdit pas, sauf quelques cas particuliers, où on expérimente d'un côté et on certifie de l'autre. Tous nos travaux et toutes les présentations qui vont venir sont sur cette nécessité de certifier. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les intelligences artificielles, au regard des technologies d'aujourd'hui, sont autonomes. Elles sont capables d'une certaine ipséité, et donc, si elles sont autonomes, elles échappent à leur créateur, et il faudra raisonner juridiquement au fait qu'elles ne sont pas directement liées à des automatismes imposés par les codeurs de logiciels. C'est une approche par la liberté. L'idée, c'est de trouver un équilibre entre le développement de l'innovation, de faire de l'Europe un leader mondial et bien évidemment de créer une intelligence artificielle de confiance. Et la tendance, c'est aujourd'hui des chartes sectorielles, des réglementations sectorielles et l'idée, c'est que l'Europe puisse mettre en place une nouvelle réglementation valable a priori pour l'IA en Europe, mais aussi pour l'IA dans le monde entier. Je vous propose donc de revoir de manière plus détaillée encore cette réglementation qui me permet de servir de fil rouge pour vous présenter aussi l'état de la réflexion dans le monde de l'intelligence artificielle, d'éthique et de droit. Pour cela, je verrai la notion de définition, de mixité, d'exigence et de tendance. Le point clé de cette future réglementation, c'est élégance et excellence. Élégance parce que pour la première fois, on va passer des réflexions éthiques, plus de 60 chartes dans le monde, des comités dans quasiment tous les pays, si on peut rester encore sur la première slide, sur tous les pays qui ont déjà des réglementations, où on a une approche par l'éthique. Et le projet de règlement concentre toutes ces expériences d'éthique et de grandes chartes pour mettre au centre de la future intelligence artificielle en Europe, avec élégance, une intelligence artificielle basée sur les valeurs. Et la deuxième règle, après l'élégance sur les valeurs, c'est l'excellence sur la solution au-delà d'une réglementation tatillonne. C'est une réglementation minimaliste qui essaye effectivement d'organiser certains interdits, mais de manière limitée, de encadrer les systèmes à haut risque sur un principe de liberté de l'IA. Si on peut passer. Et donc, cette réglementation, elle est organisée de la manière suivante. Le droit primaire, le traité de fonctionnement de l'Union européenne, le traité de l'Union européenne et la charte des droits fondamentaux. Et le point important, c'est la charte des droits fondamentaux. C'est de dire que l'IA doit être conçue, réalisée, mise en place, maintenue conformément aux droits fondamentaux. C'est une intelligence artificielle, des robots, des algorithmes et des capteurs qui sont au service, effectivement, des valeurs de l'Union. Et pour cela, slide suivant,
on va organiser une mixité. Le monde de demain, dans tous les pays du monde, essaye de régler non pas les humains contre les robots, qu'ils soient logiciels, intelligence artificielle ou avec une coque, les robots contre les humains, mais c'est vraiment la mixité. Le monde de demain sera construit à travers cette interaction entre les humains et les robots. Et pour cela, l'idée générale, et si on veut créer une IA responsable, de confiance, qui incarne les valeurs de l'Union européenne, eh bien, on a un système de liberté, comme je l'ai indiqué, pour l'innovation, cœur effectivement de ce 21e siècle basé sur l'IA et la data, mais des interdits, parce qu'ils sont dans une démocratie numérique inacceptable, des systèmes à haut risque qu'il faut encadrer pour éviter des dérives, des systèmes particuliers qu'il faut simplement réguler à minimum, et puis parce qu'on est dans le cadre de l'Union européenne, que la compétence de cette union n'est pas encore étendue au domaine militaire, les IA militaires sont exclus effectivement du projet de règlement. Revenons à chacun de ces éléments-là. Les systèmes interdits. Dans une démocratie comme la nôtre, on a des exemples de pays très proches comme la Chine, où on ne peut pas utiliser l'IA pour altérer la conscience des personnes, passer en dessous du plancher de leur intimité pour découvrir des choses qu'ils ne souhaitent pas rendre apparentes. Premier interdit. Deuxième interdit, se servir de l'IA pour des personnes vulnérables et d'essayer d'obtenir à partir de leur comportement, de les guider vers des choses où ils ne voudraient pas aller, ou en tout cas ils n'ont pas suffisamment de discernement pour s'opposer à la puissance des IA qui sont face à eux. La troisième, c'est l'évaluation sociale. Une note sociale n'est pas dans la démocratie disponible pour les États. On peut faire un peu de segmentation dans le secteur privé, mais l'idée c'est qu'il n'y ait pas de notation sociale. Et enfin, la biométrie à distance, en temps réel, dans l'espace public, pour les pouvoirs publics sont interdites, sauf à des fins de protection des victimes ou de lutte contre les infractions graves contre le terrorisme. Vous voyez, ces interdits vont nous permettre de créer une IA design par dignité, article 1er de la Charte des droits fondamentaux. La deuxième catégorie, c'est de dire que quand les IA sont à très grand risque, on a une liste de l'annexe 3, on aura l'occasion peut-être d'y revenir, et de manière générale, lorsque l'IA est au cœur d'un dispositif pour organiser la sécurité, alors il faut mettre en place un plan de sûreté et un plan de conformité. C'est tout l'enjeu de ce séminaire, de vous montrer comment. Enfin, lorsque l'IA est en interaction avec les humains, l'important c'est que les humains comprennent qu'ils sont en face d'une intelligence artificielle et il y a une obligation de leur donner ces informations pour qu'ils puissent effectivement anticiper tous les cas qu'il peut y avoir avec une discussion avec un de ses homologues plutôt qu'une discussion avec une machine, fût-elle d'une intelligence supérieure à l'humain dans certains contextes. Slide suivant. L'IA qui va nous intéresser tout au long de ce parcours, c'est l'IA à haut risque. Et celle-ci, on a des exigences. Une conception, un système de gestion des risques, des données avec une gouvernance, une documentation technique, un journal de traçage permettant l'enregistrement de tout ce qui est fait, une utilisation transparente, un cadre où on peut, pour les décisions qui sont prises par les robots, logiques ou physiques, un contrôle humain. C'est un des articles majeurs. L'idée est de ne pas d'abandonner les systèmes à haut risque à uniquement des machines, intervenir l'humain à chaque pas, conception, mise en œuvre et utilisation. L'idée, c'est d'avoir, comme vous l'avez présenté, une intelligence artificielle à visage humain, à contrôle humain, à décision sous dépendance humaine. Et enfin, la qualité, avec exécution et robustesse et certification, devrait empêcher la cybersécurité, des atteintes de cybersécurité, et lorsqu'il y aura des atteintes, notification avec création d'une base de données à haut risque. Les tendances, eh bien ces tendances, gageons que comme pour le RGPD, le monde entier peut-être décidera de mettre en place une IA de responsable, donc une IA de confiance, donc une IA conforme.
avec une régulation des délégués aux algorithmes et surtout des boutons rouges. Mais pour cela, car il y a des risques, bien évidemment, le projet de règlement entrevoit des sanctions administratives plus hautes que le règlement général pour la protection des données à titre personnel, 30 millions ou 6% du chiffre d'affaires monde pour avoir mis en place des SIA interdits, les 4 types de SIA, et pour ne pas avoir respecté les données parce que les algorithmes, bases de l'IA et les données constituent un ensemble indissociable, et ne pas avoir mis en place le système de sécurité et de gouvernance, évitant notamment des biais dans les prises de décision. 20 millions ou 4% du chiffre d'affaires monde pour les non-conformités aux SIA réglementés. Cette fois-ci, c'est les SIA effectivement à haut risque et les SIA à transparence. Et enfin, 10 millions pour ne pas avoir fourni aux organisations notifiées au Comité européen d'intelligence artificielle des informations exactes. C'est sur cette base, avec excellence et élégance, qu'est organisée effectivement cette régulation. Gageons qu'elle deviendra pour l'ensemble des pays du monde l'élément clé pour un 21e siècle de confiance grâce à l'IA. Merci. Merci Alain. Très bien. Et maintenant, nous allons avoir un témoignage de l'entreprise par Evelyne Mercier, qui est directrice financière de chez Manutan et qui est aussi, il faut le noter, elle est diplômée d'expertise comptable. Bonjour Evelyne, tu es donc directrice financière du groupe Manutan et je précise que tu es effectivement expert comptable. Est-ce que tu peux très succinctement présenter le groupe et sa proximité avec le monde numérique ? Oui, bonjour à tous. Très volontiers pour partager notre modeste expérience en fait de l'IA. Tout d'abord, rapidement, le groupe Manutan. Nous sommes une ETI implantée principalement en Europe, qui faisons 800 millions d'euros de chiffre d'affaires et avec à peu près 2000 collaborateurs dans le monde. Notre métier, c'est le retail, avec la distribution et l'optimisation des achats de classe C. Donc, en fait, nous conseillons nos clients sur comment optimiser leurs achats, qui sont des achats pas essentiels en fait à leur activité, mais plutôt complémentaires en fait à leur activité. Manutan, en fait, a une proximité numérique depuis longtemps, en fait, puisque notre métier, c'est aussi de vendre des solutions d'e-procurement, par exemple, ou de VI. Et donc, très rapidement, nous avons dû bâtir une plateforme technologique assez robuste. Et aujourd'hui, nous avons une centaine d'ingénieurs en région parisienne à Gonesse. Et nos coûts IT sont entre 4 et 5% du chiffre d'affaires. Donc, voilà, c'est déjà un gros investissement, en fait. Et c'est vraiment essentiel à notre business model. Maintenant, historiquement, on a surtout privilégié les relations avec nos partenaires. Donc, on a développé des services à forte valeur ajoutée vers nos clients et aussi vers nos fournisseurs, parce que pour bien servir nos clients, il faut soigner nos fournisseurs aussi. Et ce qu'on avait historiquement un petit peu délaissé, c'est finalement l'automatisation et la robustesse des services pour connecter ce qui vient des fournisseurs vers les clients. Et c'est, je dirais, le pas complémentaire que nous sommes en train de faire, tout en améliorant la centricité autour de nos clients. Mais voilà, ça fait partie des enjeux en fait du groupe aujourd'hui. Très bien. Et effectivement, ce qui est aussi intéressant dans Voilà, Serge, peut-être je te repasse la parole. Oui, ce qui est intéressant dans ton témoignage aussi, c'est quand on en a parlé, c'est effectivement le fait que toi, en tant que directrice financière, tu as lancé des projets qui sont en technologie avancée d'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, oui, nous avons été, je dirais que la direction financière, donc à la fois par curiosité et par dynamique de l'équipe, avait, je dirais, très, très tôt investigué les options qui pouvaient exister sur le marché pour nous simplifier la vie. Et en fait, ce que nous avons fait, c'est avant tout des choses qui finalement répondaient à des douleurs de nos collaborateurs.
Donc, ce qui nous a motivés au départ, c'était de faire plaisir à nos collaborateurs. Et du coup, ça a été aussi une belle aventure humaine, puisque du coup, toutes les équipes se sont impliquées, en fait, donc parce que finalement, elles recherchaient une solution pour améliorer leur confort de vie au quotidien. Et ça fait partie des valeurs de Manutan aussi, de vraiment mettre la dimension humaine au cœur de ce qu'on fait. Donc, on avait à cœur aussi de partir avant tout de la personne pour régler un problème et ne pas tomber dans des extrêmes où finalement la personne disparaîtrait du projet. Donc, ça, c'était vraiment important pour nous. On a fait 2 initiatives, alors qui sont des initiatives assez modeste. Donc, je tiens à préciser que notre expérience de l'intelligence artificielle, elle est petite et modeste. Et très honnêtement, à part vraiment les GAFAM et les très grands groupes technologiques, la plupart des entreprises aujourd'hui ont des petites grosses algorithmiques. Ajouter certaines intelligences artificielles. Nous avons use case. Le premier use case, c'est le traitement des documents entrants, donc des emails de nos clients. Et là, la brique d'intelligence artificielle que nous avons ajoutée, c'est ce qu'on appelle le Natural Language Processing, c'est vraiment l'interprétation du langage. Et je vous expliquerai ensuite comment on a fait attention à réduire le plus possible les biais. Et le deuxième use case, c'est le traitement automatisé de notre flux de factures fournisseurs. Et là, en fait, la petite brique d'intelligence artificielle mise dans la solution consiste à permettre un apprentissage en fait de notre solution, et c'est un apprentissage supervisé. Donc, on n'utilise pas de solutions qui deviennent autonomes dans l'apprentissage et qui sont finalement celles qui sont à terme les plus difficiles en fait aussi à maîtriser, à contrôler. Donc aujourd'hui, ce sont nos collaborateurs qui apprennent à la machine. Donc nos collaborateurs sont plutôt comme des professeurs, ce sont des enseignants vis-à-vis de la machine. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, nos objectifs, au départ, ils étaient vraiment 2 objectifs. La satisfaction de nos parties prenantes. Et donc, les parties prenantes pour Manutan, ce sont les clients, les collaborateurs et les fournisseurs. Et puis, l'efficacité à un moment donné, parce qu'on a une forte croissance. On fait de l'épicerie, hein, la valeur moyenne de facture est à 300 €. Vous voyez, pour faire 800 millions d'euros, il faut pédaler un peu. Et donc, nous avions une croissance importante chaque année avec l'objectif de maîtriser aussi nos organisations et nos structures. Donc, il a fallu qu'on devienne intelligent, un petit peu comme un adolescent par flemme devient intelligent. On s'est dit, OK, pour maîtriser tous ces flux qui augmentent avec l'équipe actuelle, comment fait-on ? Et là, on est devenu un peu plus intelligent. Nos collaborateurs nous ont dit, écoutez, on a beaucoup de volume, on a des backlogs sans arrêt, on est lent vis-à-vis du client parce que parfois, on répond à un email 3 semaines après. Et en plus, c'est assez ennuyeux parce qu'on a beaucoup de tâches répétitives. Lire des emails entrants, c'est ennuyeux au possible. Saisir des factures fournisseurs, surtout quand on en a, comme le groupe Manutan, 450 000 par an, c'est relativement ennuyeux aussi. Et on aimerait bien finalement passer notre temps à faire autre chose, des choses qui soient plus valorisantes, des choses qui nous donnent une meilleure visibilité vis-à-vis de nos collègues ou de nos partenaires externes. Et donc, ils nous ont dit, aidez-nous là-dessus. Donc, on s'est tourné vers la techno et on a mis en place des solutions d'automatisation, soit sur base de RPA, donc de Robotic Process Automation, donc là, c'est plutôt du robot, soit des solutions d'automatisation déjà packagées sur le marché, mais qui nécessitent d'être paramétrées et pilotées. Et on a introduit des briques de lecture optique des documents, les briques d'intelligence artificielle dont j'ai parlé tout à l'heure, la lecture, la compréhension du langage et la supervision de l'apprentissage. Et on s'est tourné vers des solutions de type RPA qui sont assez rapides à mettre en place, qui permettent d'avoir une certaine indépendance vis-à-vis de nos collègues de l'IT qui sont souvent surchargés. Et dans le retail, c'est avant tout la vente, le marketing et la supply chain. La finance, ça passe en dernier. Donc, on a cherché à s'aider un peu nous-mêmes sans être dépendant de notre IT, tout en les onboardant quand même dans les projets, mais dans des projets qui demandent peu de bande passante de leur côté et beaucoup de leadership côté métier.
Donc, voilà un petit peu comment on a procédé. Et les bénéfices pour nous, on a gagné en grande rapidité vis-à-vis de nos clients. Avant, on avait parfois 2 jours pour traiter des commandes à cause du credit management, par exemple, des contrôles crédit. Aujourd'hui, les contrôles crédit, ils sont faits dans la minute, donc complètement automatisés en RPA. On a gagné en efficience parce qu'un certain nombre de tâches étaient faites par nos collaborateurs et aujourd'hui, la solution automatisée va beaucoup plus vite et donc nos collaborateurs peuvent faire beaucoup plus de choses qui sont des choses pour lesquelles il faut de la compétence humaine, c'est de l'interaction avec nos parties prenantes, par exemple. C'est aussi de la supervision de la solution automatisée. Donc, en fait, on a vraiment gagné en efficience. Les modèles sont ce qu'on appelle scalable, c'est-à-dire que je sais aujourd'hui processer demain 1 million de factures avec une équipe à peine plus grosse qu'aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui j'en ai 450 000, parce que la part automatisée qui ne nécessite pas du tout d'intervention humaine est assez significative. Et puis, on a redonné le sourire aux équipes parce que il y avait beaucoup de choses ennuyeuses, répétitives. Et puis, le fait d'être en retard, ça vous expose au mécontentement des clients ou des fournisseurs ou de vos collègues en interne. Et donc, on ne vit pas forcément très bien toujours les reproches. Donc, voilà, ça nous a fait gagner là-dessus. On a mis en place des choses qui ont un return en 1 an. Donc, ça, c'est important. Une ETI, c'est avant tout une entreprise pragmatique, gérée en bon père de famille. Donc, on ne dépense pas des millions. On avance petit pas par petit pas. Et quand on fait quelque chose, on s'assure qu'on ait du return avant d'aller à une plus grande échelle. Donc, on a focalisé sur des choses où on avait un retour sur investissement en 1 an. Et ce retour sur investissement, il est principalement drivé par le taux d'automatisation. Par exemple, en facture fournisseur, on a un taux d'automatisation à 60% aujourd'hui. Ce n'est pas les 80% dont on rêvait, mais ce n'est pas non plus le 5 à 10% que nous avions avant. Donc, en fait, on a fait une très grande progression. On continue à apprendre à notre solution à être de plus en plus autonome, mais toujours un apprentissage supervisé. Et puis, ça nous a demandé aussi beaucoup de change management, c'est-à-dire d'apprendre à nos équipes un nouveau métier, en fait. Auparavant, moi, j'avais par exemple dans mon équipe comptabilité fournisseur des personnes qui avaient parfois 15 à 20 ans de métier dans l'entreprise, dans ce rôle de comptable fournisseur, qui n'avaient fait que de la saisie toute leur vie. Du jour au lendemain, on n'a plus de saisie. Donc, pratiquement, on supervise une gestion automatique des factures fournisseurs. Donc, ça demande d'autres compétences, des compétences de monitoring, des compétences de compréhension de la data, des compétences aussi au niveau de la qualité de la donnée, en fait. Et puis, on se développe beaucoup plus sur du relationnel avec nos fournisseurs, par exemple en comptabilité fournisseur. Donc, c'est aussi les compétences relationnelles. Donc, tout ça, ce sont aussi des choses où il faut accompagner les collaborateurs. Ça fait un peu peur au début, donc il faut beaucoup rassurer. Mais quand on y arrive, il y a beaucoup de joie aussi après d'avoir finalement changé un petit peu le métier et surtout de se sentir fort en termes d'employabilité pour l'avenir, hein, que ce soit chez Manutan ou ailleurs, parce que les métiers évoluent et ne pas suivre les évolutions de son métier, c'est vraiment critique pour un collaborateur. Peut-être Serge, si tu peux passer à la slide suivante. Oui. Juste pour partager avec vous, on a aussi essayé de faire de l'IA dans le domaine prédictif en matière de pilotage pour prédire notre chiffre d'affaires, parce qu'on a pensé qu'on serait les meilleurs du monde si on était capable de prédire notre chiffre d'affaires journalier. Alors, on s'est rendu compte que ce n'était pas si facile. Donc, on a travaillé sur des modèles d'IA donc qui utilisaient des données internes et externes à l'entreprise, que ce soit du web ou de notre ERP. En fait, on se rend compte que passer à l'échelle industrielle en fait de la prédiction, ça demande une architecture très robuste que nous n'avions pas, et on a dû interrompre le projet faute d'avoir la bonne architecture. Donc, c'est un petit peu idiot, mais il faut toujours penser architecture dans quoi qu'on fasse. Donc, c'est aussi un petit message, entre guillemets. Ça n'est pas que du métier, il y a quand même beaucoup d'IT là-dedans, et la dimension d'architecture, quand on parle données, elle est vraiment essentielle. Donc, ce projet a été arrêté. Et aujourd'hui,
Donc peut-être Serge, si tu peux passer à la diapo suivante, nos projets à venir. C'est de continuer au niveau financier dans tout ce qui peut être les rapprochements automatisés en fait de comptabilité client. Donc nous avons travaillé sur la comptabilité fournisseur, mais on va attaquer la comptabilité client. Donc le matching des données d'encaissement, le matching des avoirs et des paiements avec les factures, où là on pense qu'on peut atteindre aussi des taux de performance très bons, ce qui nous améliorera bien sûr la qualité du credit management, du recouvrement et la satisfaction client, parce que quand on envoie une relance à un client qui a déjà payé, c'est pas très bon au niveau de l'image. Donc, on pense en tirer vraiment des bénéfices aussi dans la satisfaction de nos clients. Et puis, on va travailler sur nos commandes entrantes, dont beaucoup nous arrivent encore par email. Donc, la lecture des emails. Aujourd'hui, on travaille les emails qui arrivent à la finance pour le credit management. Demain, on va essayer de prendre des commandes clients en automatisant le plus possible les emails entrants, qui sont des données absolument pas structurées, mais on pense qu'il y a là aussi des choses à faire. Après, mettre en place des projets d'automatisation avec de l'IA, ça nécessite de sortir peut-être d'un premier pilote pour les fonctions financières, pour avoir un concept global dans l'entreprise et mettre en place une gouvernance robuste. Et donc, du coup, là, c'est vraiment passé à une échelle un petit peu différente, où on va se poser les questions des années à venir. Qu'est-ce que c'est l'automatisation et l'intelligence artificielle pour Manutan demain? Qu'est-ce qu'on veut que ce soit? Quelle gouvernance on veut avoir autour de ça? Comment le métier doit travailler avec les équipes techno et comment les frontières entre les deux se déplacent? De plus en plus, on voit qu'on a besoin d'avoir des gens du métier qui comprennent extrêmement bien les outils et la data. Et puis, les gens de la techno ont besoin de comprendre beaucoup mieux le business. Donc, en fait, on voit aussi qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là. Ah, parfait, très intéressant. Mais pour autant, est-ce que vous foncez tête baissée dans les projets avec confiance automatique, ou est-ce que vous avez des craintes et que vous avez un peu de prudence, ou vous essayez de contourner un peu des risques? Comment est-ce que vous procédez et qu'est-ce qui pourrait vous aider à aller plus vite peut-être encore dans ces projets et à les faire avancer? Alors, oui, je pense que tu as tout à fait raison en ce qui concerne les inquiétudes. Oui, nous avons des craintes, mais on essaye d'être entrepreneuriaux quand même. Donc, la solution que nous avons trouvée à date, c'est plutôt d'avancer par petits pas, donc des petites expériences, apprendre, réajuster si nécessaire avant de passer à l'étape d'après. Et nos craintes, elles sont dans 3 domaines. Donc, le premier domaine, et je prendrai un exemple après, c'est vraiment la stabilité de performance et la continuité de service. Je vais prendre un exemple. Nous avons automatisé la gestion du contrôle crédit et donc des actions qui en découlent au moment de la prise de commande. Ce qui veut dire que si ça ne fonctionne pas, je ne prends pas X% des commandes. Heureusement, j'ai à peu près 95% des commandes qui passent sans contrôle crédit, mais j'en ai quand même 5% qui ont besoin d'une analyse spécifique et d'une décision spécifique à la finance. Si demain, ça ne fonctionne pas, je bloque une partie du business. Donc, c'est super important d'avoir cette continuité de service. Il faut que le robot, il fonctionne tous les jours. Et s'il ne fonctionne pas, j'ai un système d'alerte, j'ai un CLM, et il faut que je trouve des solutions. Alors, comme on vient de démarrer, j'ai toujours les équipes. Donc, je peux changer les priorités de l'équipe pour que si un jour ça ne fonctionne pas, on remette en priorité le travail sur les commandes qui sont sûrement le plus important dans toutes les tâches que nous faisons en credit management. Mais à long terme, on voit qu'il pose une question qui est qu'une fois qu'on a des solutions automatisées, on a quand même moins de personnes qui savent faire les tâches que fait le robot. Donc ça, c'est un sujet. Et c'est une de nos craintes, en fait, la disponibilité de la machine et après sa qualité. C'est-à-dire, voilà, il y a peut-être des moments où ça va très très bien marcher, puis il y a des moments où le taux d'automatisation ou la qualité produite par la solution va être un peu moins bonne. Donc là aussi, c'est la stabilité de performance, c'est une de nos craintes. La deuxième, elle est plutôt de l'ordre humain, en fait, parce que quand on se lance dans ces choses-là, finalement, le métier des collaborateurs va changer. Et il y a une grande question qui est la question de confiance, de l'inquiétude aussi du collaborateur. Donc, 1, est-ce que j'ai un job demain encore? 2, si oui, qu'est-ce que je vais faire?
Est-ce que je vais être capable d'apprendre quelque chose un petit peu nouveau? Est-ce que les nouvelles compétences qui me sont demandées, je vais pouvoir les avoir? Et donc, ça, c'est important. Et puis aussi la question de l'appétence. Est-ce que ce nouveau métier me plaît aussi? Parce que peut-être que je saurais le faire, mais finalement, la saisie, je disais beaucoup à mon manager que ça m'ennuyait, que j'en ai un peu ras-le-bol de saisir des factures, mais ça me rassure aussi un peu. Donc, en fait, il y a cette notion vraiment d'accompagner le collaborateur et de le rassurer. Donc, ça, c'est important. Et puis, la dernière crainte, peut-être si tu peux revenir sur la slide d'avant, Serge, la dernière crainte, c'est les biais, en fait. C'est est-ce que finalement, la solution automatisée avec IA, elle va toujours prendre les bonnes décisions? Est-ce qu'au bout d'un moment, il ne va pas y avoir des erreurs d'apprentissage ou une dérive dans les décisions qui sont prises qui vont être moins pertinentes? Et du coup, je risque de créer de l'insatisfaction au niveau des équipes de collaborateurs ou alors au niveau de mes clients ou de mes fournisseurs qui sont destinataires finalement des actions ou des décisions prises par la solution. Donc, cette notion de biais, je vais illustrer par exemple un exemple. Dans la lecture des mails entrants, vous avez souvent deux possibilités. La première possibilité en Natural Language Processing, c'est de travailler sur un dictionnaire classique, la langue française ou la langue anglaise, le classique avec tout ce qu'il y a dedans et avec des techniques de NLP qui font qu'on repère les mots, on repère le contexte du mot dans la phrase et on devine un petit peu ce que voulait dire le client. Mais vous avez la possibilité de travailler ou de charger des dictionnaires spécifiques métiers. Par exemple, j'aurais pu charger un dictionnaire propre au credit management ou au langage financier. Le risque, c'est que le jour où le client vous écrit sur des sujets un petit peu différents ou des choses comme ça, là, vous avez du mal à interpréter vraiment ce qu'il veut dire. Donc, nous, on a fait un choix de rester sur un dictionnaire traditionnel pour éviter ce type de biais. Alors, peut-être qu'en taux d'efficacité, on est un petit peu moins bon, mais si le client adresse des problématiques plus larges, on va savoir les repérer, ce qui n'est pas le cas avec un dictionnaire trop spécifique. Donc, c'était juste un exemple. Donc, ça, ce sont nos craintes. Et du coup, face à ces craintes, on s'est dit il faut qu'on mette en place certaines solutions. On n'a pas la réponse à tout, mais on essaye de limiter les risques. La première chose, c'est qu'on s'est dit il nous faut absolument du pilotage, enfin ce qu'on appelle du monitoring, c'est-à-dire on ne peut pas laisser une solution automatisée fonctionner toute seule sans que personne regarde. Donc en fait, on a intégré dans nos équipes des profils un petit peu différents, donc des profils plutôt du style lead management ou expertise data pour pouvoir analyser tous les jours, monitorer ce que font les solutions automatisées, pouvoir lever la main s'il y a des choses qui ne se passent pas correctement, pouvoir driver l'amélioration continue si on voit que le taux d'efficacité a tendance à baisser ou s'il n'est pas à la hauteur des attentes ou des choses comme ça. Et puis aussi pour pouvoir prendre des décisions de backup si jamais un jour ça ne fonctionne pas. Donc en fait, première chose, on a mis en place du monitoring et ça, c'est vraiment essentiel. Et c'est aussi source de développement et de satisfaction pour les collaborateurs. C'est un nouveau métier. C'est le métier de demain. C'est un métier très important, ce métier du pilotage et de la supervision. C'est intéressant, mais ça ne se fait pas en 2 jours. Donc c'est le premier axe qu'on a mis en place. Le deuxième, c'est vraiment la formation et l'accompagnement de nos collaborateurs par rapport à la façon dont évolue leur métier. Donc, dès le départ, on a donné la clarté. En comptabilité fournisseur, par exemple, demain, mon métier, c'est surtout de gérer un portefeuille en interaction avec mes fournisseurs. Donc, je dois me développer peut-être sur les compétences relationnelles, les compétences de négociation, ce genre de choses, les compétences de gestionnaire de portefeuille, là où avant, je faisais de la saisie de facture. Donc, on a accompagné et l'implication du manager est essentielle là-dedans. On peut réussir que si les managers sont vraiment onboardés. Côté credit management, par exemple, au lieu de répondre à des emails et d'envoyer des duplicata de factures, on s'est recentré sur le métier du dialogue et de la négociation avec nos clients. Et là aussi, ce sont des compétences donc de négociation, de relations clients. Donc, on a accompagné en formation nos collaborateurs. Et puis, le dernier élément, c'est on s'est dit que pour se sécuriser sur les biais, sur les risques, il faut aussi qu'on mette en place le meilleur niveau de documentation possible. Alors, comme on est une
finalement une entreprise de taille intermédiaire. On n'est pas forcément hyper processé et très très bon là-dedans. Par contre, on a une description métier, une description technique très précise de ce que fait la solution, tous les use cases, et quand on a une anomalie, ce qu'on fait, c'est qu'on demande une vidéo. On regarde comment fonctionne le robot pour essayer de comprendre là où ça ne va pas. Donc, je pense qu'il faut être assez drastique sur la documentation parce que le premier exercice, la première vertu de cet exercice, c'est d'améliorer les processus, donc de les simplifier au départ. Donc, l'étape de description de départ, elle est absolument essentielle. Après, demain, pour aller plus vite, il faut qu'on se pose des questions sur ce qu'on veut que ça devienne à terme chez Manutan dans tous les métiers de l'entreprise et quel type de gouvernance, comment évoluent les métiers tech et business, comment les métiers se rapprochent et quel type d'organisation peut supporter, je dirais, un bon développement des solutions avec IA chez Manutan, tout en prenant en compte les risques. Donc, on doit aussi rendre plus robuste le risque management. Et aujourd'hui, on est vraiment à l'étape 0. Donc, mais on sait qu'il faut qu'on passe par ces phases-là pour aller plus loin. Bravo. Voilà un peu le partage, ma modeste expérience que je voulais faire. Aussi dire que c'est une très belle aventure, bien amenée, c'est passionnant pour les collaborateurs, mais il faut de la maîtrise et je pense qu'il faut avancer prudemment aussi. Voilà. Merci Evelyne. Écoute, j'en retiens que quelque part vous avez appris en marchant et ça c'est très bien, mais que là-dessus aussi, s'il y avait un référentiel de bonnes pratiques qui pouvait permettre de sélectionner, enfin d'aider à sélectionner les solutions, ça serait une grande aide et c'est exactement ce dont Claude Sasban va nous parler maintenant. Claude, la parole. Je rejoins ton jugement, c'est très intéressant. On voit bien la démarche qui a été suivie, très empirique, très prudente, et les résultats positifs qui ont été obtenus. Donc, on peut s'en sortir. Alors moi, j'ai une mission assez difficile qui est de présenter en quelques minutes le contenu du cahier numéro 38 sur l'intelligence artificielle et la confiance, donc le résultat de nos réflexions depuis 3 ans. Donc, je vais rapidement document. Le document fait 50 pages. Donc, je ne vais pas vous lire les 50 pages, bien sûr. Je vais me concentrer sur les points qui me semblent les plus importants. Alors, comme tout document, on commence par un avant-propos, puis une introduction, puis on essaie de définir ce que nous entendons par intelligence artificielle, parce que si on lit la littérature et surtout la presse, on s'aperçoit qu'on met sur ce mot des choses assez différentes. Et on va essayer de les classer, donc présenter une typologie ou des typologies permettant de se retrouver dans cet embrouillamini. Ensuite, constater les bénéfices de l'intelligence artificielle. Dans le cahier, on a étudié un certain nombre de cas. Je ne vais pas vous les détailler, vous les lirez vous-même, mais de montrer que les bénéfices existent et sont importants. Ensuite, bien entendu, face à ces gains, il y a des risques et il faut essayer de les maîtriser. Pour les maîtriser, il y a 2 grands facteurs. En gros, c'est le droit et puis ensuite, c'est l'application des principes d'éthique, ce que Alain Bensoussan vient de vous dire tout à l'heure. Et enfin, dernier point, et ça c'est la partie plutôt audite, voir comment redonner confiance, donner confiance aux différents décideurs intervenant dans les processus d'intelligence artificielle. On passe au slide suivant. Serge. Voilà, merci. Donc, l'avant-propos de notre document est tout simplement de rappeler qu'il y a des enjeux considérables. Donc, comme on l'a déjà dit, je ne vais pas revenir dessus. Et on s'est inspiré de 4 documents. Le premier document est sorti en 2019, a été fait par l'OCDE, on y reviendra, c'est un document très important puisqu'il est approuvé par 36 nations, donc quasiment toutes les nations développées, sauf la Chine, sauf l'Inde, et quelques nations de l'Amérique latine. Ensuite, ça a été, la main est passée à la Commission européenne qui a sorti au moment juste après la nomination de Breton comme responsable de la partie industrielle un document qui est un livre blanc
qui cadre assez bien la démarche que l'on doit suivre. Et puis ensuite, le Parlement européen, 6 mois plus tard, a sorti 3 documents très importants, dont des recommandations, donc une démarche qui a été reprise ensuite par la Commission elle-même, puisqu'il y a un projet de document dont Alain vous a parlé, qui est un document qui fait plus de 100 pages. Donc c'est de texte juridique assez compliqué, assez détaillé, et puis des annexes. Voilà les documents qui nous ont servi de référence. Il y a beaucoup d'autres documents, j'en évoquerai quelques-uns tout à l'heure. Et ce que l'on constate, c'est que progressivement, de texte en texte, on voit des exigences se dégager, se préciser, des obligations qui vont être de plus en plus importantes. Là aussi, Alain vous a montré qu'il y a des domaines permis, des domaines interdits, et puis des domaines qui sont soumis à des contrôles renforcés. Et puis, les démarches. Et en fin de compte, l'idée de base, c'est d'évaluer les risques et en fonction des risques, définir les stratégies à appliquer. Est-ce qu'on peut passer au slide suivant? Merci. Alors, l'introduction du document fait 3 pages, c'est rapide. C'est simplement pour rappeler ce que je viens de dire. D'une part, qu'il y a beaucoup d'applications. L'application dont on parle le plus, il y a 2 applications dont on parle beaucoup, c'est les voitures autonomes, bien entendu, et Parcoursup. Les voitures autonomes sont d'intelligence artificielle. Parcoursup, il y a une grande discussion entre experts pour savoir si c'est de l'intelligence artificielle ou pas. En tous les cas, ce que l'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus d'applications qui sont basées sur soit du machine learning, c'est-à-dire qu'on apprend à la machine à comprendre ce que l'homme veut dire ou qu'on veut faire, et du deep learning, qui est l'utilisation de réseaux de neuronaux. Et il y a dans toute la littérature une grande crainte sur ce qu'on appelle les boîtes noires, c'est-à-dire qu'on ne saurait pas maîtriser ce que les systèmes d'intelligence artificielle font, avec en arrière-plan une crainte générale sur le fait que les robots finiraient par dominer l'homme. Bon, c'est de la science-fiction, mais ça explique les réticences que l'on peut avoir. En tous les cas, ce que l'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus d'applications, que ces applications fonctionnent quand même dans l'ensemble plutôt bien, mais qu'il y a des risques importants. Et donc, de plus en plus, on voit qu'il y a une prise de conscience et qu'on cherche à mettre en place des éléments importants. En France, il y a eu, il y a 3 ans, un rapport fait par un député mathématicien, Vianney, sur le rôle de l'intelligence artificielle, qui a amené d'ailleurs à la mise en place de crédits importants de recherche sur ce domaine. Donc l'objectif de toutes ces démarches, c'est d'avoir une intelligence artificielle qui soit éthique et qui soit contrôlée. Alors nous, notre philosophie est, parmi toutes les définitions qu'on peut trouver, nous avons dégagé une définition qui est que l'intelligence artificielle consiste à faire accomplir par un ordinateur ce que le cerveau humain fait habituellement. Donc, c'est prendre en compte et traiter des données, les comprendre ou faire semblant de les comprendre, prendre des décisions sur cette base-là, comme un humain aurait fait, et en fin de compte, s'exprimer de manière compréhensible, c'est-à-dire qu'on comprend ce que le système fait. C'est exactement ce que vient de nous décrire sur le cas particulier de Manutran. Donc c'est un vaste domaine, non, pas tout de suite, Serge, merci. C'est un vaste domaine qui concerne tous les domaines de l'informatique, et on voit apparaître les problèmes classiques de l'informatique, qui sont d'abord la maîtrise des technologies, qui sont la maîtrise des données, la gouvernance des systèmes d'information, et puis des domaines plus nouveaux qu'on jusqu'alors on ne contrôlait pas trop, qui étaient la connaissance et la maîtrise des algorithmes, des données et des processus d'apprentissage par les machines. Donc le cœur de la démarche, c'est bien le problème des algorithmes. Et d'ailleurs, à l'origine, notre groupe était un groupe pour réfléchir sur l'audit des algorithmes. Et c'est devenu, on a évolué et on est passé à l'audit des systèmes d'intelligence artificielle. Donc, le but de ces systèmes, quels qu'ils soient, c'est de mimer l'intelligence artificielle.
comme si le système comprenait de la même manière qu'un humain peut comprendre. Et dans cet élément, on voit le rôle considérable que peuvent jouer les données, puisque c'est sur cette base que les systèmes vont apprendre. Et on voit donc aussi pourquoi les GAFA ont un rôle aussi important. Ensuite, nous avons essayé de faire une typologie des systèmes. Alors, comme toute typologie, elle est incomplète, mais elle permet déjà de voir un peu où on met les pieds. Alors d'abord, il y a deux grandes familles de systèmes. Il y a les systèmes d'intelligence artificielle faibles et les systèmes d'intelligence artificielle forts. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont pour l'essentiel des systèmes d'intelligence artificielle faibles. On rêve bien sûr un jour d'avoir des systèmes d'intelligence artificielle forts, par exemple que la voiture se conduit d'elle-même et à la limite qu'il n'y ait plus de volant ni de pédale. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là. Aujourd'hui, la voiture, elle est capable de suivre une file de voitures, éventuellement de doubler en prenant quelques risques, donc en maintient l'existence d'un volant, de pédale, pour qu'on puisse recontrôler ce que la voiture fait. Donc voilà une première classification. Ensuite, il y a une classification par les technologies. Alors, je ne vais pas vous abreuver de termes barbares, simplement de classer l'ensemble de tous les algorithmes. Vous avez d'abord des algorithmes qui ne recourent pas à l'intelligence artificielle. Et c'est l'essentiel aujourd'hui des algorithmes qu'on utilise en informatique. Un programme de tri, une base de données, un système de cryptage n'ont pas besoin d'intelligence artificielle. Ensuite, il y a une première classe d'applications qui ont été développées dans les années 90-2000, qui sont ce qu'on appelle les systèmes experts, c'est-à-dire qu'on met dans une application, une base de données, des règles qu'un expert utilise pour prendre une décision, et on a un moteur d'inférence et un moteur de traitement qui permet de suggérer ce que l'expert aurait fait. On a beaucoup cru que c'était l'alpha et l'oméga. On a eu une grosse déception par la suite. Ceci dit, il existe toujours des systèmes d'experts et qui marchent très bien. Troisième sorte de système, c'est des systèmes dits à logique floue. Alors ça paraît bizarre, la logique floue, qu'est-ce que ça vient faire? Eh bien, c'est des systèmes que vous utilisez tous les jours. Vous freinez avec votre voiture, elle s'arrête grâce à un système d'ABS et ça évite de déraper. Ben, l'ABS, il y a dans votre système de freinage un processeur qui évite le blocage des roues. De même, si vous avez des voitures récentes, vous avez dedans des systèmes de régulation de la consommation électrique. Mais ça sert aussi à piloter des usines. Ça sert aussi à piloter des machines à laver. Jadis, toutes les machines à laver débordaient. Aujourd'hui, vous ne voyez plus de machines à laver qui débordent. Tout simplement parce qu'on sait en permanence où se trouve le niveau de l'eau. C'est un système expert. Quand vous servez de votre smartphone pour prendre des photos, c'est très rare d'avoir une photo filée, floue. Tout simplement parce qu'un système expert permet de gérer et de tenir compte des mouvements que vous pouvez faire avec votre caméra. Voilà, le domaine, un domaine très très important. On en parle peu parce que ça marche. Et puis ensuite, il y a tout ce que vous avez en dessous qui est l'apprentissage avec différents types d'apprentissage. D'abord, l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire qu'on montre, par exemple, pour des reconnaissances de forme, un certain nombre d'objets à l'ordinateur, on lui dit ce que c'est, et quand il a vu plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers de photos, quand vous lui montez une photo d'un chien, il reconnaît que c'est un chien, et il le différenciera d'un chat. Ensuite, il y a l'apprentissage non supervisé, c'est-à-dire qu'on ne dit pas au système ce que c'est, mais il le reconnaît par le contexte. Ensuite, il y a les systèmes de renforcement de l'apprentissage, et puis le Graal, c'est le deep learning, c'est-à-dire le système apprend de lui-même et fonctionne grâce à des réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, c'est une représentation de ce que nos neurones font dans la tête. Bon, pour l'instant, il y a peu d'applications en deep learning, mais il y a eu des applications très intéressantes comme le jeu de Go. Vous savez que maintenant, c'est le jeu le plus difficile et ce système permet de gérer ces applications. Alors, on peut aussi analyser les systèmes d'intelligence artificielle par les différentes finalités des systèmes. Donc, quelles sont ces fonctions de base? Il y a des systèmes qui font d'analyse descriptive, donc qui montrent
ce qu'il faut voir, qui souligne les parties importantes. Il y a des systèmes qui servent à faire des diagnostics. Donc, il va vous dire que le bouton que vous avez sur la main est grave ou pas grave. Des analyses prédictives qui vous permettent d'orienter l'exemple que citait Madame Mercier, c'était une application de prévision du chiffre d'affaires jour par jour, voilà, une analyse prédictive. Et puis, il y a aussi l'analyse prescriptive, c'est-à-dire qu'il dit ce qu'il faut faire et qui agit en conséquence. Alors, ce qu'on voit donc aujourd'hui, c'est qu'on est plutôt dans des systèmes d'intelligence artificielle faible, on parle d'intelligence augmentée, c'est-à-dire on fait des tâches routinières, on les fait mieux et on les fait plus rapidement. Ce qu'on note aussi dans ces systèmes, c'est que ces systèmes manquent de fonctions d'audit trail, donc on ne sait pas très bien comment ils prennent une décision, donc là il va falloir renforcer, et on manque aussi de traçabilité et d'audit. Alors maintenant, quels sont… Alors, le chapitre 4, nous avons beaucoup travaillé dessus, ça nous a posé beaucoup de problèmes. C'est une dizaine de cas que nous avons analysés, donc vous pourrez les lire à tête reposée, et à chaque fois, nous avons cherché à faire apparaître les avantages que l'on pouvait en tirer. Et j'ai fait une synthèse des différents avantages qu'on pouvait tirer. Le premier, c'est exactement le cas qui est de Manutran, c'est la simplification des procédures, ou l'automatisation des procédures, ou la facilitation des opérations pour les usagers. Vous vous connectez sur un site, ou sur certains sites, il y en a qui sont abominables, où on perd un temps fou à essayer de trouver l'information, et il y en a d'autres où vous êtes guidé et vous arrivez immédiatement aux produits que vous recherchez, aux autres produits qu'on pourrait prendre à la place. L'exemple type, c'est Amazon. C'est tout simplement des bouts d'intelligence artificielle. Globalement, ça permet d'accroître la productivité et donc de baisser les coûts de revient, ce qui est non négligeable pour les entreprises. Mais on peut aussi, grâce à ces systèmes, améliorer la sécurité des systèmes ou la qualité de l'efficacité des opérations. On peut aussi servir de ces systèmes pour comprendre les comportements des clients et des prospects. L'exemple typique, c'est YouTube. Quand vous vous connectez à YouTube, vous verrez que le premier écran vous propose un certain nombre de choix. En général, c'est les choix qui vous intéresseront. Comment c'est obtenu? Tout simplement parce qu'on analyse votre comportement pendant plusieurs mois, les films que vous allez regarder, etc. Et on vous propose ces choix. Finalement, pour une entreprise, ça permet d'augmenter et son chiffre d'affaires et ses marges, ce qui est le plus important. Et plus généralement, d'améliorer la rentabilité des investissements. Dernier point qui a été soulevé aussi dans le cas de Manutran, c'est le cas des goulets d'étranglement. Faire sauter les goulets d'étranglement qui freinent la production est un point très important. Enfin, et c'est un problème important, on peut espérer, mais ce n'est pas encore le cas, limiter les biais. Nous allons voir sur les risques que les problèmes de biais sont très importants. Serge, passe au slide suivant. Alors, ensuite, il y a des risques. Il ne faut pas se leurrer, ces risques sont non négligeables. Et donc, le groupe de travail, et je ne peux qu'aller dans ce sens-là, vous met en garde contre le type de risque. Alors, il y a les risques inhérents à tout projet informatique, et d'ailleurs tout projet en général, périmètre incertain, fonction mal définie, sous-évaluation, sous-management, test insuffisant. Bon, vous connaissez ça par cœur. Il y a aussi les risques d'exploitation, c'est-à-dire que les opérations sont trop complexes, que les systèmes demandent des ressources trop importantes, et donc on assiste à un effondrement des performances des applications, de l'application de l'intelligence artificielle, mais aussi des autres applications qui passent en même temps sur la même architecture technique, des sécurités insuffisantes, et il y a tout le temps des cas, on voit actuellement, de fragilité due au fait que les développements ont été hâtivement faits et les tests ont été incomplets. Mais surtout, le point le plus important, et j'attire votre attention sur ce point, c'est les risques liés aux biais ou aux erreurs. L'exemple typique, c'est sur la reconnaissance de visage, de reconnaître facilement les blancs, mais pas les gens colorés. C'est aussi dans des systèmes de recrutement de favoriser les hommes au détriment des femmes.
Bon, il y a comme ça toute une série d'horreurs qui ont été découvertes au fur et à mesure. Bien sûr qu'on a arrêté ces systèmes immédiatement, et puis on a cherché à comprendre. Et on s'est aperçu, par exemple, qu'une partie des biais est due au fait que, pour les CV, par exemple, il y a beaucoup plus de CV d'hommes que de CV de femmes, surtout en informatique. Et donc, c'est Amazon qui a eu cette histoire. Donc, on a une base statistique de meilleure qualité, et alors qu'on a peu de candidatures de femmes, et souvent elles sont de très bonne qualité, sauf qu'elles sont moins fiables, puisqu'on a eu des échantillons plus faibles. Bon, donc il faut corriger. Alors, soit on a des données qui sont incomplètes, soit des données biaisées, soit des données imparfaites, etc. etc. Deuxième point, les données peuvent être mal interprétées. Les données peuvent être non significatives statistiquement. On a pris un sous-échantillon, manque de peau, c'est pas le bon. Des coefficients de corrélation incertains. Tout ça fait qu'il y a des erreurs qui sont commises et on doit essayer de se protéger. Alors pour se protéger, on peut faire des contre-biais. Donc lutter par des biais pour diminuer l'impact des biais. Par exemple, dans Parcoursup, tous les lycées ne notent pas de la même manière, donc pour rendre les notes comparables, il y a des redressements qui sont effectués. Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que c'est pas acceptable? Bon, c'est une grande discussion. Il peut y avoir aussi des fausses corrélations. C'est très embêtant. Par exemple, nous citons dans l'ouvrage un cas tout à fait typique qui est d'avoir considéré qu'il y avait une corrélation entre le fait d'habiter à côté d'une voie à passage, d'une autoroute, d'un périphérique, et le nombre de maladies mentales. En vérité, il y a d'autres facteurs qui expliquent que ces populations ont des maladies mentales, en particulier la misère. Il y a donc un grand nombre de risques et donc il faut lutter contre les biais et c'est un des points très importants de l'éthique. Serge, une seconde. Voilà. Et donc il faut effectuer une analyse des risques classique. 1, d'identifier et d'analyser les risques. 2, d'estimer leur probabilité d'occurrence. 3, d'évaluer leurs conséquences en termes économiques et donc trouver des mesures pour diminuer ce niveau des risques. Là, tu peux passer au suivant. Alors, pour améliorer la situation, il y a tout ce qui tourne autour du droit de l'intelligence artificielle. Ce droit, pour l'instant, n'existe pas. Par contre, il y a du droit qui existe. En particulier, la loi informatique et liberté en France, qui a été reprise dans un grand nombre de pays, parce que c'est une loi utile et efficace. Et puis, plus récemment, l'établissement du RGPD, qui était donc un règlement établi par la Commission européenne, par l'Europe. Il faut améliorer. Alors, il y a en France une autre loi importante, qui est la loi sur la République numérique, qui oblige de fournir le code source, de publier les règles, donc de documenter et de publier les règles pour les systèmes à enjeux nationaux. Et là, nous voyons bien qu'il y a une volonté de la CNIL de mettre un peu d'ordre dans cette situation. Les développeurs ont une responsabilité, mais il faut savoir qu'aussi, il n'y a pas que les développeurs, tous les gens qui exploitent les systèmes à base d'intelligence artificielle engagent leurs responsabilités. Donc on va voir apparaître, grâce à des personnes comme Alain Bensoussan, un droit, mais c'est pas lui qui fait la loi, il n'est qu'avocat, c'est un droit des algorithmes qui va permettre de structurer nos démarches. C'est d'abord le droit à la vie, c'est le droit à l'intimité et c'est le droit de décision, c'est le bouton rouge qui permet d'arrêter le système. Donc nous entrons indiscutablement dans un environnement dépendant de la technologie et donc il faut rappeler et mettre en œuvre des dispositifs de droit qui garantissent le respect de la dignité humaine et la non-discrimination des individus. Slide suivant.
Donc, ça nous amène à ce point très important qui est le rôle de l'éthique. Ce que l'on voit depuis 2 ans, c'est une montée très forte du poids de l'éthique et de la relation entre confiance et éthique. Si on ne respecte pas les valeurs humaines, si on ne respecte pas, je dirais, ne met pas en œuvre des dispositifs adaptés, nous aurons beaucoup de mal à avoir une confiance dans les systèmes à base d'intelligence artificielle. Donc on le voit dans les documents de l'OCDE, on le voit encore plus dans le livre blanc de la Commission, et c'est très clair dans les textes qui ont été élaborés par le Parlement européen. Il faut pouvoir expliquer les algorithmes, donc il faut sélectionner, maîtriser les données qui servent à alimenter les systèmes, suivre leur apprentissage et faire en sorte que ces systèmes ne dérivent pas et n'aillent pas dans des endroits où il ne faudrait pas qu'ils aillent. Dernier point, alors pour ça, 8e point, Serge, il faut avoir une assurance indépendante. Et ça nous rappelle des choses, comme vous êtes pour la plupart d'entre vous experts comptables ou commissaires aux comptes, il faut un tiers qui ait une bonne démarche et qui permet de constater que les bons dispositifs de management et de contrôle ont été mis en place et qu'ils sont performants. Donc ça veut dire qu'il faut dégager les bonnes pratiques. Alors il y a les bonnes pratiques classiques liées au projet informatique, liées à l'exploitation des données, et puis les bonnes pratiques spécifiques à l'intelligence artificielle. Il faut recourir donc à un tiers qui soit, le terme qui a été employé par le rapport Villani, c'est le commissaire aux algorithmes ou le commissaire à l'intelligence artificielle, qui permet de certifier. Pour l'instant, le texte de la commission qui a été mis en place ne définit pas très clairement qui et comment vont être choisis ces commissaires. Nous avons notre propre philosophie. Nous pensons que ce soit des auditeurs qui ont déjà de l'expérience dans les systèmes d'information ou dans le contrôle du management. Et l'auditeur peut être amené soit à certifier le système, il est conforme ou pas conforme, soit de fournir une attestation, soit de donner une opinion circonstanciée selon la nature des problèmes qu'on a traités. Donc, pour disposer d'un système à base d'intelligence artificielle, il est indispensable de mettre en œuvre des bonnes pratiques et qui soient dignes de confiance. Slide suivant et dernier. Donc, en guise de conclusion, 3 points. D'abord, il n'y aura pas de généralisation de l'intelligence artificielle s'il n'y a pas de confiance. Et c'est la confiance du grand public qu'il faut. Ce n'est pas seulement la confiance des managers. Deuxièmement, il faut respecter les règles d'éthique et les bonnes pratiques. Ce sont les 2 moteurs du développement. Troisièmement, l'audit des algorithmes est un élément clé de la confiance que l'on peut établir. Voilà, j'ai rapidement présenté l'ensemble du document. Ce document vous recevrez un lien pour pouvoir le télécharger à la suite de cette conférence. Merci Claude. Et maintenant, Patrick Stachenko qui va parler des travaux en cours de notre groupe de travail et qui mènera effectivement à notre prochaine réunion le 17 novembre à Dauphine. Patrick? Allô, allô, Patrick? Merci Serge. Donc, bonjour à tous. Je vais d'abord vous... Oui? Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Allô? Oui, on t'entend. Non? Très bien. Donc, un petit sommaire des sujets que je vais traiter aujourd'hui. En introduction, je vais rappeler rapidement les objectifs du groupe de travail sur le sujet des IA dignes de confiance et responsables. Je présenterai ensuite certains sujets critiques qui méritaient un approfondissement et qui font l'objet des travaux en cours. Et puis, parmi ces sujets, nous avons identifié la nécessité de disposer d'une démarche globale qui est adaptée aux différents types d'IA, aux différents contextes de mise en œuvre et aux différents acteurs. Et donc, je présenterai rapidement la nature des travaux que nous avons menés. Et puis, je conclurai sur un petit point sur la situation actuelle des IA dignes de confiance et sur la présentation des résultats
du groupe de travail qui serait présenté le 17 novembre prochain. Donc, la suite. Notre mission est de faciliter, d'une part, le développement irresponsable, mais d'autre part aussi des audits et des certifications qui, eux aussi, sont dignes de confiance et responsables. Donc, au fil des 4 dernières années, nous avons découvert la complexité de cette problématique qui découle de la variété des sujets à traiter, de leur technicité, de leur nouveauté et donc, quelque part, de leur non-maturité. Nous avons étudié et fait le point sur les différents travaux effectués à l'international et au niveau national, sur les différentes thématiques identifiées, que ce soit des documents ou des travaux réglementaires, techniques, organisationnels. Donc, nous avons été amenés à analyser plusieurs dizaines d'études, de rapports, de propositions de réglementation, comme l'a évoqué Claude tout à l'heure. Nous avons noté que ces études étaient très utiles, mais il nous a semblé qu'il manquait souvent une vision d'ensemble de toutes les composantes contribuant à des IA dignes de confiance et responsables. Donc, nous avons, dans un premier temps, essayé d'identifier la nature même de la problématique à traiter et de sa complexité, en mobilisant les compétences diverses concernées, que ce soit les avocats, les ingénieurs, les scientifiques, les auditeurs. En effet, lorsqu'on parle d'IA digne de confiance, de quoi s'agit-il? Quels sont les enjeux? Quels sont les sujets critiques à traiter? Quelles sont les étapes? Quels sont les acteurs, etc. Ce sont ces types de questions auxquelles nous avons essayé de fournir des pistes de réponse. Nous avons évoqué au cours de la conférence aujourd'hui le résultat des travaux initiaux qui nous ont permis de faire un point général sur cette problématique. Nous avons ensuite tenté dans le groupe d'approfondir les points que nous avons identifiés comme étant critiques à la résolution de cette problématique. Et puis, nous avons tenté d'identifier une démarche qui doit permettre de traiter les spécificités des IA, notamment d'intégrer l'ensemble des sujets critiques qui permettent de conduire à des IA dignes de confiance, mais néanmoins en restant simple, en allant à l'essentiel pour permettre à l'ensemble des acteurs d'y adhérer et d'y contribuer sans pour autant être simpliste et passant à côté de certains sujets importants. Donc, une équation qui n'est pas si simple à résoudre. Cette démarche doit s'appuyer sur plusieurs modèles spécifiques. Ici, d'identifier les spécificités des IA dont l'analyse détaillée sera très utile et de les catégoriser dans des ensembles cohérents pouvant être traités de manière ciblée. Je peux enfin ajouter que l'objectif du groupe est aussi de faciliter la mise en œuvre de ces IA dignes de confiance au travers d'illustrations, de guides et d'autres outils, notamment dans le domaine de l'audit et la certification pour lesquels peu de travaux ont été effectués à ce jour. Nous avons noté qu'il s'agissait d'un sujet vaste, complexe et évolutif, et il nous est donc apparu nécessaire de creuser plusieurs thèmes à la fois. Il s'agissait d'abord d'identifier les acteurs concernés par cette problématique et de déterminer en quoi ils étaient concernés. Ces acteurs sont nombreux et ils n'ont pas tous la même appréciation et les mêmes intérêts sur ce que doit être une IA digne de confiance et responsable. Et donc, compte tenu de l'importance et de la sensibilité du sujet des IA, et puis des différents points de vue possibles, la question se pose, et s'est posée rapidement, sur la nécessité d'une implication de l'État pour faciliter la présence d'un dispositif répondant de manière équilibrée aux différentes attentes et aux exigences correspondantes. Il peut s'agir en effet d'une mission d'intérêt public. On peut faire le parallèle avec il peut s'agir de la nécessité de faire confiance aux États financiers. Des dispositifs ont été mis en place pour faire réviser cette confiance, notamment avec l'implication des commissaires aux comptes pour certifier leur sincérité et leur régularité. Et donc, quid des IA? Alors, on a déjà mentionné que la Commission européenne a proposé un tel dispositif de certification pour les IA. Il reste naturellement à définir quel dispositif, qui, quand, comment, quels moyens, qui paye, plusieurs sujets nécessitant des approfondissements. Un deuxième thème étudié était la définition du périmètre que doit être l'objet de la confiance. La définition de ce qu'est l'IA permet une interprétation très large, comme l'a dit tout à l'heure Claude. Plusieurs périmètres sont possibles. La Commission européenne propose, quant à elle, une définition très large qui n'inclut pas seulement la finalité des IA, mais aussi les techniques utilisées, comme les techniques d'apprentissage statistique. Et dans ce contexte, nous, on a considéré qu'en tout état de cause, il serait utile d'identifier les éléments qui sont constitutifs des IA, qui leur sont spécifiques. Il faut alors déterminer. Chacun de ces éléments apporte son lot d'avantages, mais aussi son lot de risques. Il faut donc les catégoriser en domaines pour pouvoir les étudier et les traiter de manière adaptée. Donc, à cet effet, nous avons identifié plusieurs typologies d'analyse qui pourraient être utiles pour l'évaluation des IA et de leur niveau de confiance. La première couvre les technologies et les techniques utilisées.
Il y a des techniques plus opaques que d'autres, l'apprentissage profond par exemple, comme l'a mentionné Claude, et pour lesquelles le cheminement décisionnel sera plus difficile à expliquer ou à retracer. Ça aura nécessairement des conséquences sur le niveau de confiance et sur les techniques et les outils qui pourraient répondre à cette problématique, sachant qu'elles ne sont pas toujours existantes. De même, nous avons identifié les éléments applicatifs et notamment l'importance des modèles et du choix des variables dans le cas des IA. Nous avons identifié différentes natures de données utilisées, les données d'apprentissage, de tests opérationnels, des formats structurés, non structurés, des sources, des réseaux sociaux, les smart capteurs, et des tâches à effectuer, des tâches d'extraction, de nettoyage, d'échantillonnage, problèmes à résoudre, des problèmes de type règles de formel à appliquer, jeu d'échecs, Go, une expertise spécifique à intégrer, la finance, ou des tâches courantes mais complexes à exécuter. Donc, on a aussi identifié les types de raisonnement. On a parlé tout à l'heure de corrélation versus application, d'une causalité par exemple, et on sait qu'une corrélation n'est pas causalité. Ce sont donc tous ces éléments qui peuvent impacter de manière significative le niveau de confiance présent et méritent donc d'être pris en compte de manière spécifique. C'est un peu la même démarche que dans le domaine financier. Par exemple, quel type d'actifs avec une catégorisation préétablie, quel risque pour chacun de ces actifs, des actifs financiers, les comptes clients. Pour les immobilisations, par exemple, quel type de règles d'amortissement, linéaire, dégressif, en fonction de leur nature et du contexte de leur utilisation. L'objectif est d'obtenir des chemins d'analyse pertinents au travers de modèles d'analyse des IA, des modèles et des catégorisations qui soient efficaces et aussi simples que possible. Nous avons aussi identifié d'autres facteurs importants, tels que les facteurs clés qui seront les moteurs du développement futur des IA, des problèmes spécifiques à résoudre, tels que de nombreux choix éthiques qu'on a déjà évoqués, les problèmes de perception sur un sujet aussi sensible que l'IA, et puis de la communication, notamment sur les engagements pris et sur les résultats obtenus. Par exemple, Tesla, aujourd'hui, présente le nombre de vies sauvées et non seulement le nombre de morts pour la voiture autonome. Une communication appropriée peut fortement contribuer à donner confiance. Donc, tous ces thèmes sont importants pour la mise en place d'IA digne de confiance. Vous identifiez par ailleurs les types de réponses possibles, donc les différents leviers qu'il s'agit de mettre en œuvre pour traiter ces problèmes. Et enfin, il faut évoquer la difficulté d'intégrer l'ensemble de ces éléments dont l'analyse n'est pas encore aboutie. Il convient donc de disposer d'une démarche qui permette cette intégration et qui réponde aux spécificités IA évoquées auparavant. Comme vous le voyez, les sujets méritant des approfondissements sont nombreux. Nous allons maintenant évoquer la démarche qui doit permettre de développer et de mettre en œuvre des IA dignes de confiance et responsables. Alors, il s'agit de ce qu'on a appelé la cascade de confiance à mettre en place. Il s'agit d'identifier, d'une part, au départ, la nature et le niveau des exigences attendues, qu'elles soient réglementaires ou contractuelles. Donc, c'est la réponse de confiance en quoi. La nature et le niveau des risques tolérables à l'encontre de l'atteinte de ces exigences, du fait de l'opacité, de la fragilité et d'autres thèmes, d'autres risques. Ensuite, la nature et le niveau de responsabilité attribuée aux différents acteurs de l'écosystème des IA, notamment en cas de problème et de recours. Et donc, quelle est la nature des dispositifs de gouvernance à mettre en place? Et puis, une fois qu'on a traité ces trois problèmes, eh bien, les mesures nécessaires qui permettraient de régler ces problèmes qui doivent aboutir donc à la mise en place d'IA digne de confiance. Et enfin, il conviendra de déterminer la nature et le niveau de l'assurance souhaitée. Ça peut être un audit, une certification, un label. Et puis, la nature et l'ampleur des dispositifs associés pour chacun de ces niveaux d'assurance souhaités. Et donc, concernant ces 5 domaines, nous avons identifié un besoin de clarification qui se focalise sur les spécificités des IA, que ce soit en termes de problématiques, de dispositifs de réponse ou de difficultés de mise en œuvre. Il existe en effet des limites techniques, organisationnelles ou financières à la mise en place d'IA digne de confiance qu'il faut bien avoir à l'esprit. Nous allons maintenant évoquer très rapidement nos travaux concernant ces 5 piliers de la cascade de confiance des IA. Alors, le premier élément qui est le point de départ, c'est les exigences. Donc, les travaux consistent à identifier les types d'exigences auxquelles les IA doivent répondre. Et ensuite, l'objectif sera d'identifier les exigences à minima, les exigences réglementaires versus celles qui sont contractuelles, voire volontaires, et puis les types d'assertions qui pourraient être faites concernant ces exigences. Dans ce contexte, nous avons identifié 2 types d'exigences, des exigences plus générales qui s'appliquent le plus souvent aux IA, aux systèmes d'information, pardon. Et il s'agit par exemple de performance, de fiabilité, de sécurité. Et donc, pour ces exigences, nous tentons de préciser les thèmes que cela pourrait recouvrir et pour chacune d'elles, les problématiques spécifiques à traiter. Et l'objectif étant par la suite d'identifier les risques spécifiques aux IA associés à ces exigences, les responsabilités spécifiques, les outils, les bonnes pratiques et le type d'opinion qu'on pourrait mettre en œuvre
pour ce type d'exigence. Par ailleurs, nous avons identifié des exigences qui étaient plutôt spécifiques aux IA. Il y en avait 3 qu'on a identifiées, les notions de transparence, d'équité et d'humanité. Et donc, pour chacune de ces exigences, ce type d'exigence, nous avons essayé de tenter de préciser les thèmes qui pourraient être couverts et ensuite identifier les problématiques spécifiques à traiter. Donc, pour la transparence, par exemple, nous identifions les thèmes d'explicabilité, d'interprétabilité, traçabilité, par exemple. Et pour chacun de ces problèmes, nous essayons d'identifier quels sont les éléments qui doivent être transparents, dans quelles circonstances doivent-ils être rendus transparents, comment cette transparence doit être effectuée et qui pourra être considéré comme responsable, notamment en cas de problème ou de recours. La même chose en matière d'équité. Quels sont les thèmes? Il y a la non-discrimination des biais, la neutralité, la diversité. Et nous identifions des problématiques associées, c'est-à-dire quel type d'équité à mettre en œuvre, la prise en compte de l'égal accès aux opportunités ou de l'égalité des résultats, ce n'est pas tout à fait la même chose, et pas même s'opposer. Quelles sont les natures de biais? On en a évoqué tout à l'heure, les sources de biais. Et de même, pour l'humanité, on a évoqué le problème de dignité avec la possibilité d'intrusion dans sa vie intime, le libre arbitre et la notion de consentement éclairé, et puis la décision du dernier ressort avec le bouton rouge. Le spécifique étant pour chacune de ces exigences, identifier les risques spécifiques, les responsabilités, les outils, les types d'opinions qu'on pourrait émettre. Ensuite, le deuxième volet, naturellement, c'est les risques. Il s'agit d'identifier les nouveaux types de risques spécifiques aux IA, par exemple la perte de contrôle, l'opacité, la non-reproductibilité des résultats, l'enfermement algorithmique. Et puis, face à ces nouveaux risques, il s'agit aussi d'identifier les principes qui sont à mettre en œuvre. Par exemple, la minimisation de l'utilisation des ressources, des principes de précaution, la nécessité d'une vigilance renforcée, principe de proportionnalité, par exemple. Et puis ensuite, le niveau d'acceptabilité de ces risques. Et donc, on a vu qu'on peut avoir des IA à très haut risque, à haut risque et à faible risque. Et donc, il faut identifier un certain nombre de critères qui permettront de les classer et donc de mettre en œuvre les dispositifs qui conviendront. Donc, on peut les classer par type de secteur, par nature de fonction, recrutement ou par la mise en œuvre de certaines techniques comme la reconnaissance faciale. Il s'agira ensuite d'identifier la démarche spécifique pour chacune de ces problématiques et d'exigences. On peut identifier aussi des réponses spécifiques, c'est-à-dire des démarches, des outils, des bonnes pratiques et des types de certification associés. Ensuite, il y a la problématique de la responsabilité de la gouvernance. Il y a plusieurs types de décisions qu'il faut identifier et d'arbitrage à faire pour ces décisions. On les a déjà évoquées, les exigences, les assertions, les engagements à prendre, les niveaux de risque, les solutions, les confiances souhaitées, par exemple. Et donc, après ça, il s'agira de déterminer qui sera responsable. Ça peut être issu éventuellement de la réglementation ou éventuellement de clauses contractuelles, avec des responsabilités a priori pour certains acteurs, pour certaines finalités, avec des limites de garantie, par exemple. Il faut aussi identifier les recours possibles, la modalité, les interlocuteurs qui devront répondre, la nature des preuves à conserver, la durée de rétention de ces preuves, ce qui n'est pas toujours aisé dans le cas des IA. Pour répondre aux diverses situations exposées précédemment, il conviendra d'identifier des outils et des bonnes pratiques, telles par exemple des instances à mettre en œuvre ou des matrices en déterminant qui doit être responsable, qui doit rendre des comptes, qui est consulté et qui doit être informé. Autre thématique, les référentiels et les bonnes pratiques, naturellement, qui doivent convenir de mettre en œuvre. Alors, il y a des référentiels qui s'appliquent dans plein de domaines, que ce soit technique, organisationnel, de gouvernance, de management opérationnel. Et donc, il faut les identifier et tout celles qui pourraient être utiles pour les IA de confiance. Certains référentiels existent déjà pour la mise en œuvre de systèmes d'information de confiance, tels qu'OSO, COBIT, TITI, l'ISO et d'autres. Et donc, il conviendra d'identifier les adaptations nécessaires compte tenu des spécificités évoquées précédemment. Alors, les bonnes pratiques se déclinent par type de levier, que ce soit par exemple des processus, des principes, des directives, des structures organisationnelles, des compétences, des comportements, des outils, etc. Et donc, il conviendra d'identifier les bonnes pratiques générales qui s'appliquent à l'ensemble des systèmes, par exemple la gestion de projet classique, et puis les bonnes pratiques spécifiques qui doivent permettre d'atteindre les exigences spécifiques attendues des IA et qui doivent répondre aux risques spécifiques et aux responsabilités spécifiques. Dans ce contexte, il faudra illustrer les outils de bonne pratique. Ça peut être des analyses d'impact comme Linux pour la vie privée, qu'on pourrait aussi appliquer dans le domaine de la transparence ou de l'équité, du travail collaboratif pour identifier les principales vulnérabilités, la typologie des incidents par exemple, et puis des outils techniques pour traiter tel ou tel sujet complexe comme l'explicabilité ou la non-discrimination, ou pour effectuer les tests compte tenu de l'opacité des IA et des changements continus de version dans lesquels ces outils et ces techniques n'existent pas toujours pour traiter ces différents sujets. Enfin, il y a la problématique de l'audit et de la certification. Pour permettre la réalisation des audits, il faut comprendre
le contexte dans lequel ces audits sont effectués. Et donc, il y a un certain nombre de préalables. Quelles sont les parties prenantes qui sont intéressées potentiellement? Quel est le niveau de confiance souhaité? Quelles sont les assertions? Quel type d'opinion? Quel périmètre? Quelle date? Quelle période? Etc. Donc, on voit qu'il y a plein de problématiques. Et puis, notamment, quels moyens seraient soutenables financièrement? Donc, une fois que ces audits et ces objectifs d'audit sont arrêtés, ensuite, on peut définir la nature des travaux à effectuer. Il peut y avoir différents types d'audits. Il peut y avoir des audits sur le résultat des IA, il peut y avoir des audits sur les moyens mis en œuvre pour atteindre les résultats, ou il peut y avoir des audits sur une combinaison de ces deux types d'audits. Donc, naturellement, à chaque fois, il y aura une nature de travaux un peu différente qui permettra d'atteindre les objectifs fixés. Et puis, il faudra s'assurer de la faisabilité technique, organisationnelle et financière pour mener à bien ces missions. Donc, on peut citer par exemple que des missions de commissariat aux comptes peuvent se chiffrer en plusieurs dizaines de millions par an, alors que la Commission européenne, à ce stade, évoque quelques milliers d'euros, soit plus de 1000 fois moins. Donc, ce n'est pas tout à fait la même nature de certification. Il faut aussi choisir des référentiels d'IA, de bonnes pratiques d'IA, dont le respect sera vérifié, et puis des référentiels d'audit de bonnes pratiques pour s'assurer que la mission se passe dans les meilleures conditions. Donc, il y a des outils qui faciliteront cette réalisation et qu'il faudra identifier aussi et développer. Il s'agit ensuite d'identifier les niveaux de risque associés à ces audits, c'est-à-dire émettre une opinion erronée, et dans le cas des IA, identifier les conséquences qui en découleraient, qui pourraient être assez graves dans certains cas. Donc, conséquences qui, en fonction naturellement de la nature des IA, donc des risques associés, et de l'utilisation qui sera faite de ces audits. Il s'agit aussi d'identifier le type d'opinion à émettre, une certification, un label, une opinion circonstanciée, comme le disait Claude tout à l'heure. On pourra donc traiter certains objets, certains leviers, certaines assertions, la transparence ou l'équité seulement, par exemple. Finalement, il conviendra de définir le type de responsabilité associée à ces missions d'audit. Il s'agit des missions d'engagement sur le résultat ou sur les moyens. On peut imaginer le risque d'avoir de nombreux procès dans ce contexte de des IA. Oui, je conclue là. Donc, parallèlement à ces questions, il faudra identifier les organes de contrôle de la profession, puisqu'il y a une nouvelle profession à mettre en œuvre. Et donc, il faudra définir comment mettre en place de manière progressive ces missions. Et donc, pour finir, on voit qu'il y a une réglementation aujourd'hui européenne qui est en cours de développement, mais ça prendra encore plusieurs années. Effectuer sur les démarches, les outils, les bonnes pratiques spécifiques aux IA en cours, mais il en résulte que la mise en œuvre d'IA digne de confiance ne pourra être que progressive. Et donc, dans ce contexte, le groupe de travail finalise un document qui traite ces différents points que j'ai évoqués, et donc pour la mise en œuvre d'IA digne de confiance et d'audit de certification qui soit aussi digne de confiance. Donc, la synthèse de en lui-même sortira dans les semaines qui suivront, et d'autres documents sortiront par la suite. Donc, à toi, Serge. Parfait, merci beaucoup. Merci à tous. Je pense que vous avez été effectivement très clair et que tout ça s'éclaircit. On a quelques questions. Il y en a une notamment que je propose pour Alain. La mise en œuvre du projet de réglementation donc d'IA par l'Europe. Quelles sont les étapes à franchir et comment réussir sa mise en conformité? Alors, d'abord la période que nous avons devant nous, ensuite les étapes et ensuite un plan d'action. La période, nous sommes sur le premier projet de la Commission après une très longue, comme l'a dit Claude, une très longue période de travail à tous les niveaux. Et donc, nous sommes maintenant, le projet est devant le Parlement et c'est le Parlement qui doit fournir ses commentaires à la Commission. Ensuite, ça passe devant le Conseil et c'est le Conseil de l'Union européenne qui fournit ces éléments. Et ensuite, on a le trilogue, c'est-à-dire un élément de consensus où on va retrouver la Commission comme opérateur, le Parlement comme représentation du peuple et le Conseil qui représente les différents États. Et cette période-là, elle va durer a priori 1 an, selon les premières informations qui sont disponibles, notamment une présentation faite par Thierry Breton ce matin à Big Data et Intelligence artificielle. Donc 1 an. Le règlement étant entré en vigueur, en général, il a un délai de 2 ans pour être mis en application. Vous avez une illustration avec le RGPD, ce qui veut donc dire que nous avons à la date d'aujourd'hui 3 ans devant nous. Voilà pour la période de temps. Pourquoi il faut commencer dès maintenant? Pour 2 raisons. Pour 2 raisons, parce que les systèmes d'intelligence artificielle qui passent
en début de conception, ils vont être utilisés au moment où dans la majeure partie des cas, pour les plus importants, ils vont être utilisés au moment où sera entré en vigueur le règlement. Et donc, il y a intérêt à anticiper ça. Le règlement, comme je l'ai indiqué, prévoit des obligations dans 5 catégories d'IA dès la conception, la réalisation, l'utilisation et la maintenance. Donc, première raison, pourquoi anticiper? Parce qu'il sera applicable au système en cause. La deuxième raison, c'est que c'est très structurant et que, comme ils vont être certifiés, notamment pour tous les systèmes à haut risque, il est évident que si votre IA n'est pas en état d'être certifiable, elle va risquer de prendre du retard dans sa commercialisation. Voilà pour l'étape, voilà pour la démarche. Il ne faut pas être trop long. Comment s'organiser? Il faut s'organiser en deux grandes étapes. Première étape, faire une cartographie de tous les systèmes d'IA dans l'entreprise et les classer dans les 4 catégories. Les IA interdits, sauf les IA à haut risque, mais les IA à transparence, tous sauf, et les IA libres. Et ça, c'est extrêmement important que vous puissiez faire cette cartographie. Et ensuite, commencer à mettre en place les obligations pour chacune des catégories, sachant que pour la catégorie libre ou la catégorie à transparence, vous avez la possibilité de vous soumettre aux règles du haut risque afin d'accélérer votre capacité à vous différencier sur le secteur d'activité. Voilà comment il faut prendre la question, me semble-t-il, aujourd'hui. Les modifications que l'on peut anticiper en post-Christum sont assez faibles. En général, moins de 20% se situe entre le premier projet de la commission et le trilogue, c'est-à-dire le dernier projet avant sa publication. Très bien. Merci Alain. Une autre question, peut-être pour Claude, sur les limites de l'IA. Est-ce qu'on pourrait parler des limites de l'IA, de l'intelligence artificielle? Claude? C'est difficile de répondre. Je pense qu'il y a bien sûr des limites, si ce n'est la puissance des machines, mais on peut penser qu'avec des machines spécialisées, des processeurs spécialisés, on pourrait lever progressivement. On parle aussi des machines quantiques qui sont en train d'arriver. Pour l'instant, on ne les a pas encore très bien vues, mais et qui permettraient d'avoir des puissances de traitement considérables. Donc la première limite, c'est la puissance de traitement. La deuxième, c'est notre capacité à développer l'application. Et on voit bien que ces applications nécessitent des efforts considérables de conception, de réalisation. Et une fois que l'application a été mise en place, elle a une très forte maintenance. Donc, c'est des applications qui sont actuellement encore assez expérimentales, entre guillemets, parce qu'on doit en permanence intervenir dans l'amélioration du système. Je pense qu'il n'y a pas de limite. La notion de limite, je vous dis, c'est soit physique, soit logique. Mais de croire qu'à terme, les ordinateurs seront plus intelligents que les hommes, je crois qu'on a encore un petit peu de temps devant nous. Si ce n'est peut-être qu'un jour c'est possible, mais pour l'instant on est très loin. Pour l'instant c'est de la quincaillerie quand même encore. Voilà. Ok, merci. Et une dernière question pour Patrick. Dans toutes les publications que tu as lues, quelle est celle qui t'a le plus apporté, si je puis dire? Patrick? Patrick, tu es là? Allô, Patrick? Non. Non. Claude, tu réponds? Oui, je peux répondre, c'est notre ouvrage à nous. Très bien, parfait. Eh bien, écoutez, alors, tant de c'est le plus complet, le plus synthétique. À part ça, je conseille quand même, pour ceux qui sont un peu férus en droit, de lire le document le règlement établi par la Commission et par le Parlement. C'est un document conjoint. Je préviens quand même qu'il fait 120 pages, plus l'annexe.
et que c'est. Alors, il y a des versions dans toutes les langues. Ils ont tout traduit, c'est remarquable. Et la traduction est d'assez bonne qualité, puisque j'ai comparé la version anglaise et la version française, elles se ressemblent énormément. Donc, je ne peux que conseiller de lire ce document, même s'il est très, très laborieux à lire aussi. Il faut être un peu juriste quand même pour le lire. Hein. Mais si on a une bonne culture juridique, on doit s'en sortir.